En comprenant justement son erreur, Hercule a découvert la différence fondamentale entre la connaissance et les connaissances. Si ça continue, je vais jamais y arriver. Et là, pour la première fois, il entend la voix intérieure de son instructeur qui lui dit: non seulement tu n'as pas perdu de temps, mais tu en as gagné. Ouais, bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est suffisant. Bon, nous sommes ravis de vous retrouver donc lors de ce forum des médecines de l'âme pour parler de la connaissance. Et je dis nous, parce que comme c'est écrit d'ailleurs sur la diapositive, nous sommes deux avec Frédéric, qui se trouve là au centre, en montagne. Nous sommes deux pour préparer des conférences, nous sommes deux pour faire des ateliers, pour écrire des livres, mais je suis seul pour vous parler en conférence, mais prenez bien conscience qu'il y a toujours le travail de deux personnes derrière ça. Et c'est pourquoi, pour introduire le sujet, il peut être intéressant d'évoquer ce mot dans le cadre de l'évolution humaine. Et pour ça, nous avons choisi un titre qui peut paraître un peu provocateur. Tu sais ou tu sais pas. Et ce qui va nous permettre de bien différencier ce qui est de l'ordre des savoirs, des connaissances multiples et de la connaissance intérieure, celle qui transforme profondément. Et pour illustrer cette recherche, nous avons choisi de nous référer aux travaux d'Hercule ou Héraclès. Car son influence, en fait, ça on le sait peu, dépasse largement ce que nous en savons par une mythologie grecque et romaine. En effet, Hercule est vraiment un initié qui a vécu pendant l'ère du taureau, c'est-à-dire il y a environ 5 ou 6 000 ans. Et d'ailleurs, il est connu de très nombreuses civilisations, depuis l'Inde jusqu'au monde celtique. C'est vous dire un peu l'étendue de la réputation d'Hercule. Naturellement, à chaque fois, dans chaque civilisation, son nom est différent, mais il s'agit toujours bien du même personnage qui a marqué l'histoire des sociétés. Et c'est pour ça que c'est le plus connu finalement des dieux romains, parce que justement, il a marqué son empreinte réellement de quelque chose qui est resté dans l'histoire. À tel point qu'il est considéré par bon nombre d'enseignements ésotériques comme l'un des 3 piliers de la sagesse, avec Bouddha et Christ. Donc les 3 piliers de la sagesse, dans un avenir, on doit passer, excusez-moi, qui nous un vaisseau, donc 5 ou 6 000 ans, nous avons Hercule, le Bouddha et le Christ. C'est vous dire un peu l'importance de cet enseignement. Naturellement, il est connu surtout pour ces 12 travaux, qui sont un véritable enseignement, parce que un mythe, c'est toujours un ensemble de symboles organisés dans un récit qui essaye de faire valeur d'enseignement. C'est pour ça que le mythe des 12 travaux d'Hercule est un véritable livre de sagesse. C'est vraiment quelque chose qui donne un enseignement fondamental. Naturellement, il y a beaucoup de versions dans l'histoire des travaux d'Hercule et qui touchent un terme des sages de vérité. Mais ici, nous avons privilégié particulièrement la version donnée par Alice Bailey. Et pour explorer le thème de la connaissance, nous allons voir un de ces travaux d'Hercule, la recherche des pommes du jardin de Despelibert. C'est un travail qui traduit bien la différence entre les différentes connaissances qu'on peut acquérir et la véritable connaissance qui mène à la sagesse. Nous allons donc voir à travers ce travail un long passage du personnel à l'impersonnel, qui est la voie qui mène à la véritable connaissance. Pour cette version des travaux, Hercule est guidé par un instructeur spirituel qui cherche à le faire progresser à travers toutes ses tâches. Mais avant de commencer l'histoire, précisons que les Hespérides en question sont les 3 filles du géant Atlas. Elles habitent un magnifique jardin au centre duquel s'élève un pommier aux pommes d'or et qui symbolise la connaissance et la sagesse. La pomme, comme vous le savez, c'est une très très vieille allégorie qui peuple les mythes depuis l'histoire d'Adam et Ève, qui ont mangé les pommes de l'arbre, justement, de la connaissance. Et notons également, il est important qu'à comprendre le mythe, que dans un mythe, tous les personnages qui apparaissent sont des aspects du héros. Naturellement, lui, il ne le sait pas, mais où il le découvre à cours de route, et ce sont vraiment des aspects du héros. Il ne faut pas les voir comme des apparitions externes. Alors, quel est ce travail? L'instructeur d'Hercule lui indique qu'il doit partir à la recherche du jardin des esprits. Il lui dit qu'il trouvera au centre un pommier et au centre du jardin un pommier géant et il devra en rapporter les pommes d'or. Et puis il ajoute, mais attention,
ces pommes, tu ne pourras pas les cueillir toi-même. Seuls les Hespérides ont accès au pommier. Et d'ailleurs, pour bien se m'assurer, l'arbre est gardé par un dragon à 100 têtes, que tu ne peux absolument pas mettre. Au cours de ce travail, tu vas devoir faire face à 5 tests. Et chacun d'eux offrira une matière à augmenter compréhension et sagesse. Pour ce travail, il est essentiel que tu développes avant tout le pouvoir de chercher. Le pouvoir de chercher. Et développe ce pouvoir sans découragement, sans trop de hâte, et avec persévérance, parce que le chemin est long. Et puis, sois vigilant, parce que tu devras faire attention à une force trop grande pour toi à un moment. Et tu devras également veiller à des ruses subtiles. Alors, vas-y, mets-toi en route. Là, Hercule lui dit, oui, pas de problème, je me mets en route. Juste un petit détail quand même, tu as complètement oublié de me donner l'adresse du jardin. Tout est vu. Alors, son instructeur lui dit, écoute, n'oublie pas la première fois ce que je t'ai dit. Développe le pouvoir de chercher. C'est donc à toi de découvrir où se trouve le jardin. C'est à toi de trouver la bonne direction. Oui. Alors Hercule décide de partir vers le nord. Il sent que ça doit être certainement être par là que se trouve le jardin. Et naturellement, comme personne ne sait apparemment, il commence à questionner beaucoup de monde. Il y a personne qui lui indique, et donc chaque fois qu'il arrête quelqu'un, dit « Bonjour, est-ce que tu sais où se trouve le jardin des Hespérides ?» La plupart du temps, non seulement les personnes ne savent pas où il est, mais surtout ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, en quelques secondes, avec des garçons, il y a plus, au bout d'un certain temps, quand même, qui profite de ces questions. Son instructeur se dit, tiens, ça serait peut-être bien quand même d'essayer de lui donner des petites pistes comme ça, mine de rien, pour quand même le mettre sur la voie. Alors, il connaît fort bien cet instructeur, Nérée. Nérée, qui est un dieu polymorphe, c'est un dieu qui peut prendre n'importe quelle forme, c'est comme ça. Et il lui demande d'intervenir. Il dit, ce serait bien si tu intervenais auprès d'Hercule, et puis que tu lui donnes des éléments de réflexion, des petites, voilà, discrètement, comme ça, mine de rien. De manière à ce qu'il puisse réfléchir et puis trouver la bonne direction. Alors, Nérée se pose sur le chemin d'Hercule, et puis naturellement, c'est comme il y a toutes les personnes qu'il a rencontrées. Bonjour, bravo, est-ce que tu sais où est le jardin des Hespérides? Et Nérée lui dit, ah ouais, mais est-ce que ce jardin existe? Ou est-ce que ce n'est qu'un symbole? Finalement, est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est un état d'esprit qui t'est demandé de trouver? Là, il dit oui, c'est une question intéressante. Mais non, je ne crois pas que ce soit un état d'esprit. Non, je crois vraiment que c'est un lieu. Donc, tu ne sais pas où c'est. Il rend compte ce qu'il aime dire. Bon, tu sais ou tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Bon, merci quand même. Et il continue. Nérée ne se décourage pas. Il dit, bon, oui. Il n'a pas entendu la première fois, peut-être trouvé autre chose, une deuxième fois. Et sous une nouvelle apparence, il se poste sur le chemin d'Hercule. Il dit, ah, bonjour, est-ce que tu sais où est le jardin des Hespérides? Et Molly lui répond, ah non, je ne sais pas où se trouve le jardin. Mais par contre, si on veut bien regarder derrière les apparences, si on veut bien écouter derrière les mots, beaucoup d'indications peuvent nous être données. Les rencontres, les paroles anodines sont toujours l'occasion de rassembler des éléments nécessaires à notre recherche. Hercule écoute et dit oui, c'est intéressant, effectivement, je ne vois pas trop le rapport et l'intérêt du jardin. Donc, tu sais ou tu ne sais pas finalement? Non, tu ne sais pas. Tu m'as dit, bon, tant pis, tu vois, merci quand même pour savoir filmer. Et puis, il avait dit, bon, essaye encore une troisième fois, quand même, il y a ça qui finit par entendre. Et donc, ce nouvelle apparence, se pose sur le chemin d'Hercule, qui lui repose la même question. Et Nérée lui répond, ah, la vérité réside à l'intérieur de nous. C'est ça qui change. Il existe en nous un pouvoir, il existe en nous une force et une sagesse supérieure. Et pour trouver l'objet de ta recherche, tourne-toi vers l'intérieur. Et là, évoque cette force qui est en nous tous. Hercule, bon, je vois, c'est profond ce qu'il dit, mais bon, c'est intéressant, mais en tout cas, ça ne met d'aucune utilité pour trouver l'adresse du jardin, donc tu ne sais pas,
D'accord. Et merci, et au revoir. Et là, Néré, l'instructeur de loin dit, bah, c'est pas chaud, enfin, c'est désespérant. Ben, bon, on va arrêter à l'extérieur, enfin, parce que là, pour l'instant, c'est pas franchement une réussite. Alors, ça pourrait dire qu'effectivement, et là, en voyant au genre, peut-être qu'il participe à l'échec, peut-être à calmer. Parce qu'en fait, à travers cette expérience, Hercule va finir par comprendre que cette manière de faire ne fonctionne pas du tout. Il comprend que si le soleil ne va pas au nord, bah, il en est de même symboliquement pour la lumière. La lumière de la compréhension, et en fait, non pas à rechercher au nord. Donc, pour changer de méthode, il décide d'aller vers le sud. Arrêtons-nous un instant sur cette partie du récit pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Et donc, ce premier test invite Hercule à s'engager sur le chemin de l'intériorité. Et ça l'informe qu'il ne trouve rien s'il cherche uniquement à l'extérieur. Hercule doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'une quête factuelle, mais d'une quête initiatique. Mais obnubilé par sa question, tu sais ou tu ne sais pas, ben, il n'a pas une réponse précise concernant la localisation du jardin. Il n'entend et ne voit rien d'autre. Et donc, son attente le coupe complètement des informations précieuses qui sont distillées et qui pourraient l'éclairer. Et du coup, il tourne en rond. Focalisé sur sa recherche, il ne regarde pas du tout derrière les apparences. Il n'entend pas derrière les mots de Néré. Et du coup, il comprend bien parce qu'on cherche l'idée. L'obsession de sa quête le rend complètement sourd et aveugle. Persuadé que le jardin des Hespérides, ça n'est rien d'autre qu'un lieu, bah, la seule chose qui l'intéresse, c'est une indication concernant la direction et l'avance. Pas la peine de faire marcher en tête quand même. Donc, il ne voit que ce qu'il est capable de voir, mais le moment où il n'entend que ce qu'il est capable d'entendre, et prisonnier des apparents. Alors, quels enseignements pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Parce que si c'est un mythe qui a des valeurs d'enseignement, c'est évidemment là que nous sommes attendus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on commence par suivre une recherche spirituelle, quand on cherche à suivre une quête de la connaissance, notre première difficulté à tous, c'est de répondre à la première indication donnée à Hercule, développe le pouvoir de chercher. Alors on commence aussi par chercher sans savoir s'y prendre et sans du tout se dousser de l'exigence et de l'engagement que ça va demander. Alors on pose des questions à droite à gauche, sans bien écouter les réponses, sans aller voir derrière. On fait comme Hercule. Et puis on complète cette recherche informelle et concrète par des lectures qui prennent pas trop la tête, qui font pas trop réfléchir, par des vidéos attractives sur Internet, par des moyens simples qui font rêver, qui se donnent envie d'aller plus loin. En fait, tout ça, ça reste assez superficiel et puis ça ne entraîne aucun engagement véritable. Cette recherche au début, c'est pas du tout pour nous une priorité de vie. C'est un plus. C'est un plus qui, d'ailleurs, momentanément, ça va être mis de côté en cas d'intérêt plus important ou en cas de souci personnel. Mais parfois aussi, c'est une quête qui peut être relancée par des questionnements multiples générés par une écran particulièrement difficile. Alors, au cours de cette recherche, on trouve qu'il est souvent recommandé de s'intérioriser, qu'il est recommandé de méditer. Mais la plupart du temps, ça reste un peu l'être marche, et dans un premier temps, ça n'est à peine entendu. On se dit même d'ailleurs souvent que face à ça, qu'il doit quand même bien exister des moyens d'y arriver sans méditer. On n'a pas que ça quand même dans la vie. Mais bon, c'est une première étape. C'est une première étape qui incite à s'y prendre différemment et qui enseigne à pénétrer profondément à l'intérieur des connaissances et des démarches à suivre. Pour aller plus loin, il va être nécessaire de s'impliquer beaucoup plus. Et comme Hercule, plus on tient encore à l'intériorisation, bah, on décide de prendre une autre direction et on va au sud. Et donc, reprenons notre récit avec Hercule, qui a décidé d'aller au sud. Très bizarrement, le récit dit et Hercule s'enfonça dans le monde des ténèbres, au sud, là où le soleil brille. Mais le paradoxe, déjà, ça interroge, tiens, c'est un peu bizarre. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc, chemin faisant, on essaye toujours un petit peu, mais personne ne sait toujours où se trouve le jardin. Et par contre, à un moment donné, il arrive devant un dragon. Oh, bien sûr, hein, c'est pas le dragon à 100 têtes
qui était annoncé par son instructeur, ce dragon n'a que 9 têtes. Mais Hercule se dit, voilà, quelle promesse! C'est bon. Il se dit pas, mais quand même, c'est peut-être pas le thème, quand même, il a que 9 têtes, on t'a annoncé 100 têtes. Non, non. Il se dit, parce qu'il a été un peu qu'à moitié, il se dit que bon, l'instructeur, il a un peu fait mousser le truc pour faire un peu plus difficile, il a compliqué. Bon, en fait, ça n'a que 9 têtes, mais c'est très très bien. Ça va être plus simple pour moi dans ce temps venir à main. C'est parfait, ça va aller plus vite. Donc, il ne reste qu'une seule chose, vaincre ce dragon, et derrière, je trouve le jardin des Hespérides, je trouve le panier, et voilà, c'est terminé. J'aurai Thanksgiving ma quête. Et une lutte s'engage avec le dragon. Hercule est habitué à vaincre ses adversaires extrêmement rapidement, rien ne lui réussit. Là, bizarrement, avec le dragon, ça ne marche pas du tout. Le dragon, il n'arrive pas du tout à en venir à bout. Il a même l'impression que plus ça va, et plus le dragon se renforce, et moins lui a une possibilité d'intervenir. Il se dépose une fois de temps pour se reprendre. Puis là, il dit, mais j'ai une bizarre impression. Il faut que je la vérifie. Il lance un dernier assaut, mettant toutes ses forces. Et le dragon, là, vraiment, lui résiste encore plus qu'un. Non. Alors là, effectivement, il cesse le combat et il s'intériorise. Enfin, il réfléchit et constate qu'en fait, le dragon se nourrit de deux éléments. Le dragon, il se nourrit d'une part des forces de la terre, des forces telluriques, dans lesquelles il puise toute son énergie. Ça décuple ses forces, ça le rend invincible. Et d'autre part, il se nourrit également de forces des combats qu'Hercule mène contre lui. C'est plus le combat, plus effectivement il se nourrit de ce piège, de plus alors être. Les aficionados de la guerre des étoiles verront que ce système est largement compris dans son film. Et donc, il lui revient à ce moment-là les paroles de son instructeur: méfie-toi d'une force trop grande pour toi. Eh oui, on y est. Ok, j'ai compris. Et donc, cette force est effectivement beaucoup trop grande pour moi. Mais comment triompher du dragon pour accéder au jardin, dit cette force est trop grande pour moi? J'arriverai jamais. Et au bout. Et alors, il continue de s'intérioriser pour trouver justement la solution. Et il cherche justement à écouter le silence pour s'élever, pour rejoindre un espace supérieur, je pense. Puis, il va comprendre. Il va comprendre peu à peu ce qui se passe. Il découvre ce qu'il doit faire et renonce à combattre le dragon. Alors, il s'approche une nouvelle fois de lui, mais sans aucune intention de le combattre. Il se précipite à ses pieds, il l'empoigne et le décolle simplement d'une somme. Et donc le dragon, privé à la fois des énergies de la terre et des énergies de l'agressivité du combat, progressivement, il s'affaiblit, il descend, il perd sa force. Et progressivement, Hercule peut en venir à bout. Dragon vaincu, maintenant il n'y a plus qu'à chercher mes jardins des Hespérides, qui doit être la ville derrière, et ma quête est enfin terminée. Vers l'orage, derrière le dragon, il a beau chercher, il n'y a rien de rien. Il n'y a pas de jardin des Hespérides. Sous la lumière du sud, en fait, Hercule a cru à ses désirs et le point de mes ennemis au rang de réalité. Mais quel miracle! Il s'imaginait déjà aux portes de la sagesse, persuadé d'atteindre le thème de sa recherche spirituelle. Et finalement, c'est une bulle de rêve qu'il découvre et qui éclate. Alors, quel enseignement pourra-t-il tirer aussi de ce zen yen? Nous avons dit tout à l'heure que tous les personnages du mythe représentent les différentes instances qui constituent Hercule. Le dragon, c'est donc l'aspect du humain, et pas du moindre, puisqu'il représente sa personnalité. Et c'est pourquoi il peut le vaincre. Et Hercule m'a compris, finalement. Il a compris aussi qu'il ne peut pas aller vers la sagesse s'il répond au désir trop personnel d'être sage. Ce n'est pas par la violence de la tête humaine qu'il peut parvenir à déjouer les pièges de ce végétant. Il fait les repas qui barrent l'accès à la connaissance intérieure.
Alors, en comprenant que la force de sa volonté d'obtenir la sagesse est alors un mirage total, ben, elle cesse le combat. En effet, il ne peut pas du tout venir à bout de cette partie de lui-même en la combattant. Et au départ, il n'a pas du tout réalisé que vouloir éradiquer ce qu'il est, ce à quoi il croit, ses forces, ses réussites, ne fait que réveiller le désir d'exister du dragon personnel, qui est la partie de lui-même, ce statut criminel. Et en se combattant ainsi, il met en jeu toute sa puissance et sa volonté personnelle pour réussir sa quête de connaissance, sans réaliser que la connaissance des énergies se trouve derrière l'apparence et non dans les interprétations qui lui permettent ces connaissances de type. Il le sait pas, mais il reste là, persuadé qu'il sait. Non, ce combat de soi-même pour s'améliorer, ça ne fonctionne pas. Il faut, bien sûr, se connaître soi-même, mais aussi se servir de ses forces pour les transmuter et les réorienter au service de plus grandes que soi. Et c'est là la véritable quête spirituelle, et le chemin qui y mène va exiger de percevoir au-delà des apparences. Alors, il a pu le comprendre, avec ce travail dans le Sud, qu'au-delà des apparences, un autre monde existe. Le monde des énergies. Et qu'il va falloir, à partir de là, chercher à regarder le monde beaucoup plus effectivement. Et ça, c'est une avancée fondamentale dans sa connaissance intérieure. Et c'est fort de ce nouvel éclairage qu'il va pouvoir tout à l'heure mettre le cap vers l'ouest. Au cours de ce test, Hercule a donc appris quelque chose vraiment d'essentiel. Il comprend que tant qu'on cherche la connaissance et la sagesse pour soi-même, comme un plus personnel, en tant que progrès individuel ou comme une ambition spirituelle cachée, mais la quête ne peut absolument pas aboutir. Et donc pour les Hercules que nous sommes, il est important de réaliser que la forte lumière du Sud éclaire les apparences et l'importance de la réussite personnelle associée à un puissant désir de bien faire. C'est pour ça qu'on a beau être dans le Sud, c'est là qu'on est dans le lieu des ténèbres, dans le lieu des apparences. Cette phase dans notre quête personnelle devient même parfois identitaire et on s'engage alors à fond dans des activités, dans des champs d'investigation divers pour y parvenir. Mais ça ne permet pas d'attendre les résultats espérés. On a compris qu'au Nord, il fallait se donner les moyens de sa recherche. Alors on a cherché toutes sortes d'outils permettant d'avancer. Et là, notre société en propose de nombreux, à travers de multiples formations qui rivalisent quant aux résultats promis. Par la pratique du yoga, du qigong, du tai chi, de la marche dans la lumière, par exemple, nous développons la présence, le senti, la concentration, qui sont des stades préalables, indispensables à la quête intérieure et à la méditation. Parce qu'en effet, le pouvoir de chercher passe aussi par la voie méditative, et nous nous engageons alors dans cette pratique. L'engouement actuel, d'ailleurs, pour diverses techniques de méditation, montre que cette quête est d'ailleurs partagée par un nombre croissant d'entre nous. Et puis, il y a plein d'autres approches. Il y a celle, par exemple, qui propose de nous initier aux vertus des lieux sacrés, à celle des énergies subtiles, et à diverses approches nourrissant notre curiosité et notre soif d'évoluer. Et tout cela est très riche. Mais si nous y regardons bien, ça répond essentiellement à notre motivation profonde d'évoluer personnellement. Et c'est là que le Sud nous trompe. C'est là que le Sud nous trompe en nous faisant croire que ces démarches nous mènent directement au jardin des Hespérides. C'est derrière. Mais c'est une illusion par laquelle il faut passer, bien sûr, pour intégrer les leçons de l'expérience qui seules mènent à la connaissance. Et c'est une illusion par laquelle vient de passer Hercule. Naturellement, il n'est pas question de dénigrer, de dire du mal, de combattre, d'abandonner tous les outils que nous venons de citer. Ils ont évidemment leur fonction. Et derrière l'apparence, ce dont il est vraiment question, ce sont les sauts de conscience qu'ils permettent à chacun d'accomplir. Parce que c'est là que se situe véritablement le changement. Quelle est notre motivation fondamentale derrière l'utilisation de tous ces outils? Alors après avoir compris tout ça, on voit bien que quand même, Hercule avance un peu dans toutes ses connaissances, qu'il découvre le monde progressivement.
eh bien, il décide d'aller vers l'ouest. Voilà. Il va vers l'ouest, et là aussi, donc, il continue un petit peu de se renseigner, toujours aucun renseignement. Par contre, quelqu'un lui dit, ah, mais écoute, si tu cherches, parce que comme il explique quand même qu'il cherche les pommes parce que ça doit apporter la connaissance, ça doit apporter la vérité, quelqu'un lui dit, bah écoute, alors là, tu tombes bien, parce que là, il existe pas loin un sage qui est réputé dans toutes les régions, qui s'appelle Busiris. Et ce grand sage, il a énormément d'élèves, et il enseigne la connaissance, il enseigne l'ésotérisme, il enseigne vraiment la sagesse, il enseigne plein de choses. Il a un savoir absolument énorme, et je pense que ça va être la clé de ton travail. Et Hercule se dit, ah bon, est-ce possible? Alors, il va voir Busiris, et puis il lui pose quand même à lui qui est sage, il lui pose la question, est-ce que tu sais où se trouve le jardin pour avoir les pommes? Et Busiris lui dit, ah, tu cherches les pommes, tu sais que c'est un symbole de sagesse, un symbole de connaissance. Hercule dit, oui, oui, je cherche, c'est pour ça que je le cherche, justement. Et Busiris lui dit, bah non, écoute, moi, franchement, je sais pas du tout où est ce jardin, je sais même pas si c'est une imagination ou s'il existe vraiment. Mais par contre, tu tombes bien, parce que si tu cherches les pommes de la connaissance, ben, cherche pas, je suis là. Comment ça, dit Hercule? Ah ben, tu vas voir, je vais t'enseigner tout ce que tu as envie vraiment de comprendre. Je vais avoir réponse à toutes tes questions. Je vais même avoir réponse à des questions que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Alors Hercule dit, ah bon? Et au début, il hésite un peu quand même, et puis il dit, bah, je risque rien à essayer. Et donc, il va rester là, comme ça, un mois, elle essaie chez Busiris. Et alors là, il est impressionné. Busiris, c'est tout. C'est un enseignement de première. Il a vraiment réponse à toutes les questions qu'Hercule pouvait se poser. Et effectivement, il répond même à des questions que Hercule ne se posait pas. Et donc, il l'enseigne véritablement. C'est un gourou. C'est vraiment quelqu'un qui sait et qui dispense sa connaissance à qui veut bien l'entendre. Et Hercule s'en aperçoit pas, mais il prend tellement goût à cela qu'il renonce progressivement à sa quête. Il se dit, bon, finalement, si c'est les connaissances, ben voilà, j'y suis là. Là, il y a vraiment la connaissance. Busiris, il est dans cette connaissance. Pas la peine d'aller plus loin. Et donc, il renonce intérieurement. Et du coup, il s'affaiblit. Il arrête de méditer. À quoi bon? Tout lui est donné. Vraiment, il a l'impression de s'enrichir considérablement. Il ne s'aperçoit pas qu'il perd ses forces, qu'il perd complètement sa liberté de penser, qu'il perd son autonomie. Et il perd tellement ses forces que Busiris, à un moment donné, pour s'assurer qu'il reste bien là, l'enchaîne. Ce qui symbolise à quel point Hercule était enchaîné à l'enseignement de Busiris, pardon. Et donc, à un moment donné, il se rend compte que il peut plus aller ailleurs, puis de toute façon, il n'en a pas envie, il se trouve tellement bien là où il est. Et comme il a vraiment le temps quand même de méditer entre deux enseignements de Busiris, par moment, voilà, il réfléchit. Et puis il y a des choses qui lui reviennent en mémoire. Puis un jour, il y a vraiment une phrase comme ça qui lui revient en mémoire. La connaissance rend libre. Là, il se dit, ah non, mais là, il y a un problème. Là. La connaissance rend libre. Là, non. Là, je suis attaché, là. Donc, c'est pas du tout ça qui me rend libre. Et alors là, progressivement, il commence à reprendre sa méditation, il commence à s'intérioriser de nouveau. Et alors, les paroles que lui avait dit Nérée, sans qu'il s'en rende compte, à un moment donné, quand il posait des questions au nord, à un moment donné, Nérée lui a dit « La vérité réside à l'intérieur de toi. Il existe en toi un pouvoir, il existe en toi une force, une sagesse supérieure. Et donc, tourne-toi vers l'intérieur et évoque cette force et cette sagesse. » Il se souvient, il ne sait pas comment, de cette phrase. Il dit, mais oui, mais bien sûr. Et à nouveau, il se tourne vers ce qu'il est, et progressivement, il se retrouve. Il retrouve ce qu'il est fondamentalement, une âme en incarnation. Il se retrouve tel qu'il se doit d'être. Alors, son mental se remet en marche, et il découvre finalement que, là encore, il s'est complètement planté. Il est dans une illusion totale. Il a confondu les connaissances multiples que Busiris lui donne et la connaissance qui est un véritable chemin de sagesse. Et là, il dit, mais c'est pas vrai, mais c'est évident. Les connaissances, même si elles sont très nombreuses,
ne forme pas à la connaissance, qui est un état d'être, un processus de vie. Et là, réalisant cela, il va vers Busiris et il l'enchaîne à sa place. Il s'est libéré, il a retrouvé toute sa force, casse ses chaînes, et il enchaîne Busiris pour que lui aussi apprenne. Parce que lui aussi, il doit apprendre de cette expérience. Et il s'en va. Voilà. Il s'en va et il se dit, bon, bah, tout ça, c'est bien, mais j'ai encore perdu énormément de temps. Il est resté presque une année auprès de Busiris. Et donc, je reprends ma quête, mais alors vraiment, qu'est-ce que je peux perdre comme temps? Mais en fait, il faut bien se rendre compte que ce long cheminement qui passe des connaissances à la connaissance, ça ne peut pas se faire rapidement. Ça demande du temps pour véritablement intégrer tout ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette expérience, de ce troisième test? Eh bien que le passage à l'Ouest traite de l'importance que nous donnons aux divers enseignements. La théorie, c'est une chose. C'est un aspect objectif et indispensable de l'instruction. Mais si on n'y prend pas garde, ça finit par aveugler, ça finit par limiter si on ne va pas au-delà. Et en comprenant justement son erreur, Hercule a découvert la différence fondamentale entre la connaissance et les connaissances. Parce que les connaissances sont en rapport avec le savoir, alors que la connaissance s'apparente avec la sagesse, qui est la réalisation de son être essentiel. Et c'est cette distinction qu'Hercule intègre chez Busiris, et c'est aussi ça que nous aussi, nous pourrions avoir à intégrer. Comme beaucoup d'entre nous, Hercule pensait que l'accumulation de savoir fondait la connaissance. Or, cette confusion est un des grands pièges de notre société. Étudier, ça donne une idée de la chose, mais la vivre, ça en donne le goût, la profondeur, l'impact. Et c'est ça qui nous transforme. Lorsque les savoirs sont déconnectés de l'expérience intérieure, ils finissent toujours par être des leurres, des illusions. Ils voilent les profondeurs du vivant. Et ils nous poussent, à notre tour, à jouer les Busiris, retransmettant à d'autres une érudition totalement illusoire. Les connaissances, comme nous l'avons vu, rendent Hercule complètement dépendant de Busiris. Comme nous sommes bien souvent, parfois, de certains enseignements, de certains livres que nous consommons sans véritablement les vivre. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que les connaissances sont nuisibles? Ah non, pas du tout. Ah non, non, elles sont même réellement importantes. Elles fournissent les bases indispensables à la compréhension du monde. Elles aiguisent le mental, elles développent le pouvoir de penser par soi-même. Elles permettent de réfléchir et de remettre en question ou de développer ce qu'elles apportent. Elles sont au fondement, on pourrait dire, de la démarche philosophique. Et ce sont les fondations indispensables sur lesquelles va s'édifier progressivement notre pensée. Mais une concentration et une accumulation de connaissances ne fait pas la sagesse. Il faut vouloir vraiment profondément le discerner. Et ça, il est indispensable de s'en libérer pour permettre à notre mental d'écouter, non pas ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit, mais d'écouter la voix du silence, la voix de notre âme. La voix de la connaissance, elle s'éprouve de l'intérieur. Et il n'y a pas besoin de mémoire pour la stocker, parce qu'elle grave en nous le fruit de l'expérience et de la compréhension intérieure. Et d'ailleurs, combien de fois nous arrive-t-il de découvrir subitement le sens profond d'une phrase qu'on a entendue bien fréquemment, sans qu'elle nous ait touchés auparavant? Là, il s'est passé quelque chose. Alors, Hercule se remet en route, puisque on pourrait dire que lors de ses trois premières directions, le nord, le sud et l'ouest, il a essentiellement parfait sa personnalité, riche de toutes les connaissances. Mais maintenant, il doit aller plus loin. Il faut maintenant qu'il découvre la clé qui ouvre les portes de la sagesse. Alors, il avance un peu au hasard. Et là, à un moment donné, il entend des appels au secours. Non, vraiment très fort. Quelqu'un qui a l'air d'avoir vraiment très très mal. Hercule va voir, s'il peut donner un coup de main rapide. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre Prométhée, enchaîné à son rocher, et qui souffre parce qu'un aigle vient régulièrement lui manger le foie, et comme le foie repousse, l'aigle revient tous les jours. Et Prométhée souffre tellement qu'il demande qu'on le délivre. Et là,
Hercule se souvient aussi d'une parole de son instructeur au début, « Méfie-toi de ruses qui pourraient te détourner. » Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens le coup fourré là. Parce que si j'y vais pas, on pourrait dire, ouais, il se fiche des autres, il se fiche de la douleur du monde, il pourrait quand même y aller. Mais si j'y vais, on pourrait me dire aussi, oui, bah tu vois, hein, le moindre petit appel au secours de quelqu'un comme ça, et hop, tu te détournes de ta quête. Et donc il disait, peut-être ça le coup fourré. Je dois rester dans mon énergie. Et donc il décide de continuer sa quête. Mais Prométhée, voyant qu'Hercule s'éloigne, il appelle encore plus fort au secours, il a l'air d'avoir tellement mal. Et Hercule dit, non mais, tant pis, hein, si je me fais avoir, mais je peux pas faire comme ça. J'y vais, je l'aide. C'est intéressant de savoir que Prométhée, hein, c'est un symbole fondamental parce que, pourquoi est-ce qu'il est enchaîné? Tout simplement parce qu'il a volé le feu du ciel aux dieux, c'est-à-dire le mental. Il a donné le feu mental aux hommes pour qu'ils puissent s'en servir. Mais comme les hommes s'en sont mal servis, puisqu'ils l'ont associé à l'émotionnel, du coup, Prométhée a été puni de cette manière-là, à avoir le foie, qui est l'organe de l'émotionnel, à avoir le foie dévoré en permanence. Et donc, si on regarde bien, le fait que Hercule aille délivrer Prométhée, qui est aussi une partie de lui-même, naturellement, c'est comme s'il allait délivrer une partie de l'humanité. C'est comme si finalement, ce n'est pas une personne qu'il va aider, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc, il va rester là, à aider Prométhée, à guérir pendant un certain temps. Et puis, quand c'est fait, quand Prométhée va bien, eh bien, il reprend sa route. Et il se dit, non mais alors là, j'ai perdu énormément de temps avec Busiris. Là, j'ai aussi perdu quelques mois à soigner Prométhée. Si ça continue, je ne vais jamais y arriver. Avec tout ce temps que je perds. Et là, pour la première fois, il entend la voix intérieure de son instructeur qui lui dit « Non seulement tu n'as pas perdu de temps, mais tu en as gagné. » Alors là, il ne comprend pas très bien. Il se dit « Bon, apparemment, j'ai dû réussir le test, mais il ne voit pas bien pourquoi. Il ne comprend pas bien pourquoi il aurait réussi le test là-dessus. Mais pourtant, il y a une indication de réussite qui arrive, parce que très rapidement, il va rencontrer quelqu'un qui lui dit « Ah, mais le jardin des Hespérides, bien sûr, est situé sur la bonne route, il est juste là à côté. » Et il lui indique la route du jardin des Hespérides. Donc apparemment, le fait d'avoir délivré Prométhée le met sur la voie. Et il arrive, et il découvre effectivement un jardin extraordinaire. Mais alors fabuleux. Alors il avance doucement, vu qu'il se souvient qu'il y a un dragon à son tête, et puis il avance, et puis au centre du jardin, il découvre effectivement le pommier, avec ses pommes d'or. Il dit, bon voilà, là je crois que c'est le bon, là cette fois-ci, il n'y a plus de problème, attention, attention, le dragon, quand est-ce qu'il surgit? Donc, il y va doucement, comme ça, il s'y cache. Et au moment où il va prendre une pomme, il aperçoit le géant Atlas, le père des Hespérides, qui soutient le monde sur ses épaules, et qui semble peiner, mais qui ne demande rien. Il ne demande pas ce qu'on l'aide, il ne demande pas ce qu'on... Non, il ne demande strictement rien. Et donc, voilà, il est là, et Hercule, d'un seul coup, touché par ça, c'est comme s'il oubliait sa quête alors qu'il est à deux doigts, c'est le cas de le dire. Il laisse la pomme, il va voir Hercule, il dit « Mais c'est qu'une lourde tâche que vous avez là. Est-ce que je peux vous donner un coup de main? Est-ce que je peux vous au moins soulager pendant un certain temps ?» Et Atlas dit « Oui, volontiers. » Et Atlas fait glisser donc le monde comme ça sur les épaules d'Hercule, qui ne sont pas tellement le poids, et qui s'aperçoit d'un seul coup que mais non, il tient tout seul. Alors il dit, mais c'est quoi encore qu'est-ce qui se passe? On m'a encore eu. Et là, il voit arriver Atlas avec ses trois filles tenant des pommes dans les mains et qui lui disent, voilà, tu as réussi. Voilà les pommes du pommier du jardin des Hespérides. Et chacune des Hespérides lui donne une pomme. La première lui dit, il faut que tu comprennes que le chemin qui conduit jusqu'à nous
est toujours caractérisée par le service. Ce sont les actes d'amour qui sont les poteaux indicateurs du chemin. La deuxième lui dit, ouais, service, souviens-toi de ce mot. Et la troisième lui dit, va de l'avant et sers. Alors Hercule remercie. Il est étonné, mais il comprend que le service est la clé de la connaissance et de la sagesse. Alors il laisse les pommes aux Hespérides pour que celles et ceux qui suivront. Il sait désormais avec évidence que la sagesse est avant tout immatérielle. Et on pourrait dire que son travail, là, a réussi. Il a fait, sa quête a fonctionné. Ah! Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces 4e et 5e tests? Parce qu'on ne s'est pas arrêté en cours de route pour analyser le test de Prométhée. Eh bien, on voit ensemble ces 2 tests, parce qu'en fait, ce sont les 2 parties du même. Il s'agit dans ces 2 tests de 2 parties qui nous font passer de l'intérêt porté à soi-même à l'intérêt porté donc à l'ensemble, au global, et le service qui s'ensuit. Ces 2 épisodes vont relier connaissance et sagesse à la notion de service. Mais alors, qu'est-ce que le service et de quoi s'agit-il? Dans son acception habituelle, parce que ce mot a plusieurs sens, on pourrait dire que c'est un mot qui est essentiellement actif et factuel. C'est tout simplement répondre aux besoins des uns ou des autres, c'est dépanner. C'est par humanisme, par charité. Il paraît tout à fait normal, voire souhaitable, de rendre service aux uns, aux autres, aux malheureux, à ceux qui n'ont pas de moyens. Donc ça nous paraît tout à fait aller de soi, quand on a un petit peu cette notion de l'autre. Et donc, en rendant service, nous portons une réponse concrète aux problèmes du monde. Et souvent, nous évitons des répercussions beaucoup plus désastreuses. Nous arrêtons les hémorragies. Mais en aucun cas nous ne résolvons la cause du problème. Jamais. Ça dépanne, ça soigne, mais ça ne guérit pas. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller plus loin, pour ça il faut vraiment transformer l'état de conscience du monde. Et c'est là qu'intervient le service tel qu'il est conçu par l'âme. 2e sens du mot service. Et c'est de cela que traite ce travail. En effet, le véritable service se définit comme le pouvoir de l'âme qui œuvre à travers la personnalité, sans forcément que la personnalité s'en rende compte. Servir, c'est accompagner l'humanité avec un autre état d'esprit, avec un autre état de conscience, fait de partage, de lumière, d'amour. C'est être dans le don totalement désintéressé, qui permet à l'humanité de comprendre ses erreurs et de modifier en conséquence ses comportements. Et c'est là qu'il peut être question de guérison, comme ça s'est passé déjà un peu pour Prométhée, et comme ça va se passer avec Atlas. Et donc, la connaissance mène à comprendre que l'humanité est sur Terre pour servir, et que c'est là la clé de la guérison planétaire. C'est pour ça qu'on retrouve ces 2 aspects avec Prométhée et Atlas. Quand Hercule soigne Prométhée, il n'est pas encore dans l'oubli complet de soi-même. Il hésite, il cherche. Mais il y va. Et c'est le premier pas. Hercule commence par rendre service à Prométhée, qui, rappelons-le, donc représente l'humanité. Et pour la première fois, depuis qu'il est parti, il met de côté sa quête individuelle. Et c'est ainsi qu'il se trouve sur la voie. Jusqu'ici, il n'a pensé qu'à lui, au nord, au sud, à l'ouest. Il est complètement resté rivé sur son objectif personnel, progrès personnel, et il l'a mené à bien. Et donc choisir d'aider Prométhée, c'est donner la priorité à l'évolution de l'humanité, plutôt qu'à son propre intérêt et à son progrès spirituel. Et si le soin que dispense Hercule à Prométhée ne résulte pas encore d'un élan spontané, c'est un vrai bond en avant qu'il effectue quand même à ce moment-là. Et c'est pourquoi il entend intérieurement son instructeur lui dire que non seulement il n'a pas perdu de temps, mais qu'il a gagné du temps. Parce que le service, c'est un accélérateur d'évolution. Et avec Atlas, il va encore plus loin qu'avec Prométhée. Atlas, qui représente le monde, quand il s'offre spontanément
pour l'aider, il le fait alors qu'il n'y a aucune demande, il n'y a rien. Et au moment où il était en passe d'atteindre son objectif, là vraiment il renonce complètement à lui-même pour secourir le monde. Alors là on peut se poser la question, en quoi Atlas symbolise-t-il le monde? Eh bien, les sages gréco-romains ne séparaient pas le ciel et la terre, comme nous avons tendance à le faire. Ils parlent de cosmos en grec, ou de mundus, le monde, en latin, c'est-à-dire d'ordre ou d'univers ordonné. Ainsi, le cosmos, la voûte céleste, le monde et la terre représentent un ensemble indissociable. Et ce n'est pas la terre que porte Atlas, comme on le croit quelquefois, vu qu'à cette époque-là, on pensait que la terre était plate. C'est vraiment ce monde complet, cette unité esprit-matière, cette unité qui unit le haut et le bas. Et donc, Atlas représente la destinée de l'humanité, qui doit, comme lui, devenir un intermédiaire entre les énergies supérieures et l'ensemble des habitants de la Terre. Et c'est par ce qu'on appelle le service que l'humain peut relier les deux, faire que le haut descende le bas. Et c'est ce que découvre Hercule en le soulageant de sa tâche pendant un instant. Alors voilà le récit de ce travail d'Hercule qui nous montre les étapes qui mènent d'un savoir extérieur, d'un tu sais ou tu sais pas, à une connaissance intérieure. Cette connaissance, elle est fondamentale parce qu'elle révèle le but de l'humanité, rien de moins. Le but de l'humanité qui est de servir. Et c'est ça qui est sa raison sur Terre. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qui est utile à savoir intellectuellement. Ça peut être bien, mais il faut passer par toutes les étapes du désengagement progressif du moi pour en arriver, à un moment donné, spontanément, à s'oublier totalement pour être au service de la planète, comme le fait Hercule. Et c'est pourquoi, à aucun moment, Hercule ne s'est perdu, ou a perdu du temps. L'ensemble de ses expériences est important, et c'est ça qui lui a permis d'ouvrir sa vision, et de trouver progressivement l'attitude juste. S'il avait... Parce que quelquefois on se dit, c'est malin ça. S'il avait commencé directement par l'Est, sûr qu'il aurait trouvé tout de suite le jardin. Ah non, non, pas du tout. Ça n'aurait strictement rien avancé. Donc, c'est pour ça qu'il ne serait pas allé plus vite. Toutes les phases sont absolument fondamentales. Par exemple, en passant par le sud, il a appris à différencier le monde de l'apparence de celui de l'intériorité. Il a appris à différencier le monde des formes de celui des énergies. Il a appris beaucoup de choses dans le sud. De même, il n'aurait jamais pu aider Prométhée, l'humanité, s'il n'avait séjourné auparavant à l'ouest, chez Busiris, en réalisant que Busiris n'utilisait le mental et les connaissances qu'à son profit personnel. Il découvre le mauvais usage du mental pour lequel Prométhée a été puni. Donc, comme il comprend la raison de la peine de Prométhée, et par sa compréhension, il peut guérir sa blessure. Mais il lui aura fallu tout ce temps pour y parvenir. Et le jardin, alors, où est-il? Le jardin, en fait, il apparaît dès qu'on a résolu tout cela, dès que tout cela a été mis en place et qu'on est prêt intérieurement, en conscience. À mesure de nos progressions dans différentes directions, nous apprenons, nous comprenons, nous nous transformons et nous servons pour atteindre un jour l'état qu'on appelle l'état de connaissance du maître de sagesse. Ainsi, nous avons à exister pour servir et non pas à servir pour exister et donner un sens à notre petite existence. Et pour résumer d'une phrase ce que nous venons de voir, il est dit que le maître de sagesse, c'est celui qui possède la connaissance, celui qui possède la connaissance, ce n'est pas celui qui sert parce qu'il connaît, mais celui qui connaît parce qu'il sert. Et vous voyez comme on a tendance à inverser les deux processus. On se dit souvent que, oui, quand je serai plus avancé, quand je serai peut-être pas maître de sagesse, mais que je serai vraiment bien avancé sur le chemin de la connaissance, alors je passerai ma vie à servir. Non, c'est le contraire. Un maître est quelqu'un qui connaît parce qu'il sert. Et non le contraire. Bien, voilà ce que je voulais vous raconter ce soir.
Pour connaître les 11 épisodes par lesquels passe Hercule vraiment dans toute sa quête, bah voilà, nous avons écrit un livre qui décrit cela en détail, que vous pouvez même lire en espagnol ou en anglais, si vous voulez. Et donc, vous pouvez le voir pour suivre un petit peu toute cette histoire passionnante d'Hercule qui s'applique naturellement, parce que c'est là qu'est l'intérêt, à notre propre démarche. Eh bien, nous pouvons, avec Frédéric, vous accueillir devant notre stand des éditions solidaires, là-haut au premier étage, et on peut éventuellement répondre à vos questions tous les deux. Donc, si jamais vous avez envie. Merci.